Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la junte malienne qui autorise les partis politiques à reprendre leurs activités. Suspendus depuis le 10 avril, les partis et associations à caractère politique étaient accusés de subversion, décryptage par notre correspondant régional à suivre. À 3 jours de la présidentielle rwandaise, avec peu de suspense, tant la victoire de Paul Kagame ne fait pas de doute. Le président sortant au pouvoir depuis 24 ans a tenu l'un de ses derniers meetings ce vendredi à Kigali et notre correspondant y était. Compte rendu à suivre dans cette édition. Et notre invité de ce vendredi est un écrivain et président du think tank Atelier citoyen du Congo. Il est engagé de diverses manières dans la promotion d'un soft power africain et il est à l'initiative d'un projet qui regroupe 9 auteurs africains autour d'une promesse, une balade en taxi. Marien Foné Ngombe nous présente Taxi Poto Poto, une façon unique de prendre le pouls de la ville africaine d'aujourd'hui. Ils étaient suspendus depuis le 10 avril par un décret. Les partis politiques et autres associations à caractère politique sont à nouveau autorisés à reprendre leurs activités au Mali. Quelles conséquences pour les 11 opposants en prison depuis 3 semaines? Élément de réponse avec notre correspondant régional, Serge Daniel. La décision de la junte de lever la mesure de suspension des activités des partis politiques ne peut pas être considérée uniquement comme un dégel, comme si la junte desserrait l'étau. Il faut savoir que cette mesure a été prise contre tous les partis et les associations, que ce soit des associations ou des partis politiques pro-junte ou anti-junte. Or, aujourd'hui, la junte malienne a besoin de dérouler la suite de son programme politique, notamment le calendrier électoral. Et d'après mes informations, en principe, avant la fin de l'année, les choses devraient pouvoir bouger politiquement au Mali. Or, Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, le chef de la junte, aurait l'intention d'être candidat aux prochaines présidentielles. Il faut quand même donner donc le temps à ses partisans de s'organiser. Ce serait l'une des raisons pour lesquelles cette mesure aurait été levée. Et quant aux opposants qui sont toujours arrêtés, malgré cette décision de lever les suspensions des activités politiques, la suspension des activités politiques, le processus judiciaire suit son cours et à Bamako, les avocats de ces opposants se disent toujours inquiets. On passe à cette évasion spectaculaire au Niger. Koutoukale est une prison située tout près de Niamey et compte 200 détenus terroristes. Une mutinerie aurait eu lieu et un grand nombre de prisonniers auraient réussi à s'échapper avec des armes. Notre correspondant Harold Girard nous en dit plus. Selon plusieurs sources sécuritaires, c'est bien là que sont emprisonnés certains des membres les plus influents des groupes terroristes qui opèrent dans la région du Sahel central depuis plusieurs années. Aujourd'hui, même si on ne sait pas le nombre exact ni l'identité des personnes qui ont réussi à s'évader, ce que l'on sait, c'est qu'environ 200 personnes identifiées comme terroristes étaient détenues entre les murs de cette prison de Koutoukale. Cette évasion, elle intervient seulement quelques jours après que la junte militaire nigérienne ait accueilli les leaders militaires justement du Burkina Faso mais aussi du Mali dans un premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, depuis lors transformé en confédération et dont le premier objectif est la sécurisation des territoires de ces 3 pays. Aujourd'hui, eh bien, la plus grosse crainte des populations de la région depuis jeudi, c'est est-ce que ces personnes qui ont réussi à s'évader vont aller grossir les rangs des groupes armés affiliés à Al-Qaïda ou encore à l'État islamique au Grand Sahara et frapper par la suite encore plus brutalement le Niger, le Burkina Faso ou le Mali. C'est l'un de ses derniers meetings avant la présidentielle de lundi 15 juillet. Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, brigue un 4e mandat face à 2 candidats dont un seul est un réel opposant. Après avoir entamé une grande tournée nationale il y a 3 semaines, visité plus de 30 villes et villages, vendredi, il a rassemblé des dizaines de milliers de partisans sur les hauteurs de Kigali, la capitale. Clément Diroma, notre correspondant, était à l'avant-dernier meeting du président. On écoute.
Le président sortant, Paul Kagame, a parcouru le Rwanda pendant 3 semaines pour une grande campagne électorale avant le scrutin du 15 juillet prochain. Ces dernières étapes sont ici, à Kigali, la capitale. Son parti, le FPR, affirme qu'une trentaine de villes et villages ont été visités par le chef de l'État et que plusieurs millions de Rwandais ont assisté à ces grands meetings. Des grands meetings qui, comme vous le voyez derrière moi, sont très animés, une sorte de vraie fête nationale, bien loin des rassemblements politiques des 2 seuls autres candidats à la présidence qui font face à Paul Kagame. Ici, le mot d'ordre, comme vous l'entendrez, l'amour du leader qui n'a jamais été réélu avec moins de 93% des voix depuis 24 ans. Il a des approches visionnaires, stratégiques, et puis c'est un homme d'action. Quand il promet quelque chose, il le réalise. Mais surtout, c'est un grand nationaliste. Il tient à l'unité nationale. Il combat toutes sortes de ségrégations, il a combattu la corruption et le népotisme. Et voilà pourquoi le Rwanda est un pays qui se développe en rythme accéléré que tout le monde voit. Pendant sa tournée nationale, Paul Kagame a défendu son bilan ces 2 dernières décennies en termes de croissance du pays, développement des infrastructures, des industries, services, émergence d'une classe moyenne également. Certains points restent cependant critiqués par ses opposants, notamment les inégalités toujours présentes dans le pays, l'important chômage chez les jeunes ou encore les libertés individuelles, la liberté d'expression encore restreinte au Rwanda. Si Kagame fait face à Franck Habineza du Parti Vert, seul mouvement d'opposition autorisé dans le pays, 3 opposants n'ont pas pu se présenter contre lui à la présidentielle pour des motifs administratifs et judiciaires. Et au moins une vingtaine d'élèves ont péri ce vendredi dans le centre du Nigeria suite à l'effondrement de leur établissement scolaire où se déroulaient des examens. Les recherches sont toujours en cours pour tenter de secourir les victimes prises sous les décombres, alors que les parents cherchaient désespérément leurs enfants. Plusieurs quartiers de la ville du Cap en Afrique du Sud ont été victimes de pluies et de vents destructeurs qui ont fait 1 mort et endommagé des milliers d'habitations, selon les autorités locales qui restent en état d'alerte. Récit de Laurent Bersécher. Ils profitent d'une rare accalmie pour constater les dégâts. Les habitants de ce quartier du Cap inspectent leurs maisons aux toitures ravagées après le passage d'une tempête de force 8 sur la ville sud-africaine. Le vent était extrêmement puissant. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le vent soufflait vraiment très fort. Mon toit a été arraché. La tempête qui s'abat depuis lundi sur la région a provoqué d'importants dégâts matériels. Plus de 30 000 habitations ont été affectées, et notamment dans les townships, où de nombreuses maisons ont souffert d'inondations et de coupures de courant. Vendredi, les autorités sud-africaines distribuaient des couvertures, des vêtements et de la nourriture, et tentaient de mettre en place des foyers provisoires pour accueillir les familles déplacées par la catastrophe. Nous avons commencé par les habitations informelles de catégorie C. Ce sont les foyers les plus vulnérables. Il y en a plus de 800 et nous cherchons actuellement des terrains où les réinstaller. De nouvelles intempéries sont attendues ce week-end au Cap, avec des vents allant jusqu'à 60 km/h et des vagues de 5 mètres de haut annoncées pour les prochains jours. Et cela fait plus d'une semaine qu'Internet est coupé en Mauritanie. Une semaine suite aux tensions survenues après la présidentielle du 29 juin qui ont fait au moins 3 morts justement chez des manifestants pro-opposition. Les Mauritaniens sont de plus en plus exaspérés par cette restriction. La correspondante régionale d'Eli Mandao. Cette coupure d'Internet ne concerne que les données mobiles. Les Mauritaniens peuvent toujours avoir accès au réseau via le Wi-Fi. Ils peuvent également faire depuis quelques jours leurs transactions financières via les applications de mobile money. Mais cette restriction d'Internet sur données mobiles qui est plus utilisée par les Mauritaniens continue d'interroger. Surtout que les tensions post-électorales n'ont duré que quelques jours. Le calme est depuis revenu dans le pays. Je vous propose de les écouter. Il y a beaucoup de gens qui utilisaient l'Internet mobile pour étudier à distance et autres. Donc malheureusement, ils n'ont plus la possibilité. Beaucoup d'activités ont été bloquées à cause de cette coupure-là. Donc avec le temps, ils ont libéré seulement quelques applications bancaires. Ils savaient que c'est nécessaire, mais il y avait d'autres choses qui étaient aussi nécessaires.
le gouvernement n'a pour l'heure pas encore fait de communiqué sur la situation d'Internet dans le pays, ni sur quand il sera de retour. En point de presse, la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur avait jugé nécessaire cette coupure d'Internet, car selon lui, les impératifs sécuritaires sont prioritaires. On passe à notre invité du vendredi qui, une fois n'est pas coutume, est un financier devenu acteur culturel, fervent défenseur du soft power africain, auteur de 7 publications explorant les voyages introspectifs à la quête de sens pour l'Afrique et a reçu la mention spéciale du prix littéraire Baobab en 2022 pour son roman « Tant que l'Équateur passera par Panda ». Et il nous présente ce soir le recueil collectif Taxi Poto Poto. Marien Foné Ngombe, bonsoir et bienvenue dans le JTA de France 24. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce recueil Taxi Poto Poto et à choisir le chauffeur de taxi comme figure centrale pour raconter justement toutes les histoires différentes de ces villes africaines? Alors, tout ce qui m'a toujours obsédé, c'est raconter l'Afrique, et la raconter autrement. C'est important pour nous qu'on se réapproprie notre storytelling et on s'est dit pourquoi ne pas raconter l'Afrique à travers 9 plumes différentes. Et la figure du chauffeur de taxi, c'est une figure importante dans le tissu socio-économique en Afrique parce que le chauffeur de taxi raconte tout. Il raconte les indiscrétions, il raconte la situation économique, il raconte les anecdotes les plus cocasses et il est aux prises des réalités africaines. Voilà. Absolument. Vous dites aussi donc dès le début du livre, justement, dans les intentions de ce livre, que vous souhaitiez rendre hommage aux petits métiers qui grouillent au sein de la société africaine, qui perpétuent un savoir-vivre, un vivre ensemble au-delà des différences que l'on a tendance à minimiser, parce qu'on ignore trop souvent à quel point leur rôle est essentiel à la collectivité. Expliquez-nous justement en quoi ils sont essentiels à la société. Alors, comment je pourrais expliquer ça? Chez nous, on ne parle pas beaucoup de psychanalyse, ce genre de choses. Je pense que le tailleur du coin, celle qui tresse la maman ou la fille, la coiffeuse, le chauffeur de taxi, c'est la première oreille disponible. Et la première oreille, l'oreille qui ne nous juge pas en plus. Donc c'est très africain tout ça. C'est important de rentrer dans ces 9 nouvelles et de comprendre à quel point c'est vraiment important même dans la psyché de l'Africain, ce rapport à ces métiers-là, et c'est très important. Absolument. Il y a aussi, vous avez dit, ces 9 auteurs. Donc, comment ils ont été choisis, ces 9 auteurs, pour ces nouvelles? Je vais être très franc, il y a l'affinité. Il y a des amis que je connais qui écrivent depuis un moment. Et puis après, il y a des plumes que je trouve importantes aujourd'hui, comme Fanatiki, qui se distingue au Congo-Brazzaville. Et il fallait qu'ils adhèrent au projet, tout simplement. Donc, j'ai présenté le projet. Et il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Il y a eu différents castings, parce que ça a pris 2 ans pour avoir les personnes vraiment motivées pour les bonnes raisons. Une fois qu'on a eu le casting, c'est allé très vite. Alors, on peut citer évidemment donc Fanatiki, Pointe-Noire, Ndeye Fatou Kane à Dakar, évidemment, qu'on salue. Elles ont aussi l'avantage, si vous voulez, de ces nouvelles, trouver une façon de raconter ces histoires, mais dans leurs différences. Parce qu'on pourrait se dire qu'un chauffeur de taxi n'a rien de différent qu'un autre chauffeur de taxi, et pourtant... chaque taxi et comment est-ce que justement... C'est là que la subjectivité de l'auteur intervient, parce que forcément chacun y a mis du sien, et certains voulaient partir sur des sujets plus de société, d'autres étaient sur des petites histoires un peu personnelles entre guillemets, mais qui résonnaient avec l'histoire de tous. Donc ça a été vraiment après, on a laissé libre cours à l'inspiration des uns et des autres. Donc du coup ça a donné ce petit recueil très riche. Oui, absolument, très riche, qu'on vous recommande évidemment pour l'été. Ça se glisse partout, ça se lit très facilement avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, on vous le recommande. Taxi Poto Poto, justement, c'est publié aux Lettres Mouchetées. Merci beaucoup d'être venu, justement, Marien Foné Ngombe. Merci d'être venu sur France 24 pour nous présenter cet ouvrage. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Pointe-Noire à Dakar, en passant par Brazzaville, Lomé, Abidjan, Cotonou, Libreville et Yaoundé. Voilà, bien sûr. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.